Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Laetitia, bienvenue sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu ? Très bien, merci Alexandra de m'accueillir ici. Avec grand plaisir. Alors Laetitia Valentin du Lac, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? Alors, je suis une maman mariée, j'ai 3 enfants, je vis à Madrid depuis bientôt 5 ans, donc expatriée sans filet. On a choisi avec mon mari de partir vivre à l'étranger il y a déjà quelques années. Je vais revenir un peu sur le pourquoi du comment Madrid. Donc voilà, pour me présenter en quelques mots. Ok, et tes enfants, ils ont quel âge ? Alors, le dernier a 16 mois. Et puis, on a un petit grand écart avec les deux premiers qui ont 10 ans et 13 ans. Ok, super. Et j'aime bien commencer l'épisode par toujours à peu près la même question. Sur une échelle de 1 à 10, aujourd'hui, à quel point ta vie fait sens pour toi ? Alors, c'est une question très intéressante. De 1 à 10, je dirais 8. Euh, alors, je dirais qu'elle est à 10 sur le côté familial. Donc ça, Mhm. tout va parfaitement. Le côté professionnel, mais les deux sont un peu corrélés, mais je dirais plutôt 8 parce qu'en fait, je suis encore en phase de développement de mon activité. Et donc je suis pas encore à un 10 que je vise, bien évidemment, mais je pense que de par ma nature, je sais pas si je serai un jour à un 10 puisque je suis toujours en quête de développer davantage, explorer des nouvelles choses. Et donc, je pense pas un jour atteindre le 10. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu pensais que c'était atteignable le 10 ? Je suis comme toi. Je pense que le jour où tu atteins le 10 en étant à ton compte, globalement, c'est que tu te fais chier, que tu n'es plus à ta place, que tu n'apprends plus rien, que... Exactement. Et je pense que je suis, depuis toujours d'ailleurs dans ma carrière professionnelle, j'étais toujours en quête de renouvellement et d'expérience, explorer des nouvelles choses. Donc, oui, effectivement. 8, c'est pas mal. C'est pas mal. Et tu as toujours été à 8. Non. Oh non. Oh non, non. Non, non. J'ai eu une carrière professionnelle qui a été assez, comment dire, j'ai pas eu une carrière très linéaire. J'ai fait beaucoup de choses dans différents domaines d'activité. J'ai exploré plein de choses et aujourd'hui, je fais une activité qui est beaucoup plus centrée avec mes valeurs. Euh, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai travaillé dans plusieurs domaines. J'ai travaillé dans l'agro-industrie, dans le luxe, dans les vins et spiritueux, dans l'art de la table, l'architecture d'intérieur. Donc, j'ai exploré plusieurs mondes. Et aujourd'hui, tout ce parcours pendant plusieurs années, en France et à l'international, a fait la personne que je suis dans mon métier actuel. Voilà, je vais y revenir. Je pense qu'on en Et parlera. tu as fait beaucoup de secteurs du coup, et c'était toujours le même métier? Tu faisais quoi dans différentes industries? Toujours le même métier. Et en fait, dans des secteurs d'activité qui m'intéressaient, mais dans lesquels je ne faisais pas le bon métier. Donc, je m'explique. J'ai beaucoup aimé mon travail dans tout ce qui était décoration d'intérieur, architecture d'intérieur. Mais simplement, j'étais plutôt dans une démarche commerciale et moi, j'avais envie d'être de l'autre côté, plutôt du côté dessin, création, etc. Donc, j'ai pas fait du tout des études dans ce domaine-là. J'ai fait des études en commerce international, un peu par dépit parce que c'est pas forcément ce que je voulais faire. Mais à l'époque, mon père m'avait dit, j'ai commencé par étudier les langues étrangères. Il m'a dit, les langues, ça te servira toujours. Donc, je me suis un peu jetée là-dedans, mais avec du recul et plusieurs années après, j'ai complètement changé de voie et je me suis spécialisée dans le dessin de bâtiments. Voilà. Et donc, j'ai recommencé une carrière il y a bientôt, il y a 15 ans.
dans cette activité-là que j'ai développée et qui est aujourd'hui encore un peu différente de ce qu'elle était il y a 15 ans. Voilà, donc pour mon parcours, on va dire, professionnel. Ouais. Et comment déjà t'as changé de secteur? À chaque fois, qu'est-ce qui t'a poussé à changer de secteur? C'était opportunité professionnelle, c'était une vraie volonté. Avant déjà de te reconvertir, tous ces changements, ils allaient vers quoi? Alors, très intéressant, en fait, ce sont des opportunités que j'ai saisies. Moi, il y avait une chose qui m'animait à partir du moment où j'ai démarré mes études, mais c'était aussi en moi avant, c'est que pour mettre un peu de contexte dans tout ça, j'ai grandi à l'étranger. On a été expatriés depuis ma naissance et tous les 2, 3 ans, on changeait de pays. Donc j'étais un peu biberonnée à cette vie-là, de découvrir des nouvelles cultures, nouveaux pays évidemment, tout le temps. Et c'est resté en moi et je savais que dans mon métier, quel qu'il soit, je voulais pouvoir aller vivre à l'étranger. Oui. C'était hyper important pour moi. Je voulais parler des langues étrangères, je voulais voyager. Et ça, c'était vraiment très important. Donc, je me suis toujours débrouillée à avoir des opportunités de travail à l'étranger. Peu importe finalement ce que c'était, je voulais surtout partir à l'étranger. Ok. Donc j'ai démarré, ça a commencé par des stages en entreprise, en Amérique du Sud et puis en Angleterre. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai saisi des opportunités à droite à gauche pour pouvoir aller vivre des expériences, même si sur le papier, le boulot en soi n'était pas forcément extraordinaire. J'avais toujours en moi cette idée que j'y serais et une fois là-bas, on verrait, voilà, pour rebondir sur autre chose s'il le fallait. J'ai toujours ressenti, hein, enfin, voulu j'ai toujours essayé de saisir des opportunités en me disant, ok, j'ai rien à perdre, au pire je reviendrai, et voilà. Mais ce qui m'animait, c'était de partir et de découvrir sans cesse, sans cesse, sans cesse. Du coup, tu choisissais en fonction du pays. Donc, peut-être tu disais, tiens, j'ai envie Oui, d'aller là, je vais trouver un job là. Ou, exactement. ouais, comme ça. Ça a été vachement comme ça. Et notamment, une des expériences que j'ai faites sur Buenos Aires, capitale de l'Argentine, en fait, j'avais depuis longtemps, je ne peux pas expliquer pourquoi, cette envie d'aller vivre dans cette ville, en tout cas de la découvrir. Et donc, là, je n'ai pas eu d'opportunité de travail, mais je me la suis créée. C'est-à-dire que je voulais aller là-bas. Je n'arrivais pas à trouver depuis la France une opportunité. Et on parle de ça, on était avant la crise de 2008, ok, on était en 2007. Et j'ai donc contacté des entreprises en France en disant, voilà, moi j'ai le projet d'aller là-bas, j'ai ces compétences commerciales pour vous aider à vous développer sur ce marché-là. Est-ce que ça vous intéresse? Donc j'ai travaillé comme ça pour 3 entreprises françaises en tant que représentante pour faire la prospection commerciale, ce qui m'a permis en même temps de voyager dans les pays voisins, l'Uruguay, le Chili, et donc dans des domaines que je maîtrisais, qui étaient à la fois l'agro-industrie, à la fois l'architecture, hein, la décoration d'intérieur. Deux cartes que j'avais et que voilà, qui m'ont permis de faire cette expérience-là. Ok. Et justement, l'architecture, décoration d'intérieur, c'est un truc qui t'a toujours attiré. Quand est-ce que ça a commencé à te titiller? Euh, En fait, en travaillant dans la décoration d'intérieur, j'ai travaillé pour des belles maisons françaises. J'avais envie d'être du côté, et j'adorais en parallèle dénicher des biens immobiliers. C'était vraiment quelque chose qui m'amusait beaucoup. Donc, je m'amusais à le faire pour des amis, et puis, fil en aiguille, j'en ai fait mon métier, mais j'avais envie aussi de dessiner, donc de transformer ces intérieurs, ces espaces. Ce qui m'animait, c'était de transformer les volumes. Et donc, j'ai fait une formation technique chez les Compagnons du bâtiment parce que dans le contexte, j'ai fait cette formation, j'avais 30 ans. Voilà, donc j'avais déjà petite carrière derrière moi. Et donc, c'était vraiment une reconversion. Et j'ai fait ces deux choses à la fois pour pouvoir travailler, redessiner des projets d'aménagement pour des clients et en même temps chercher leurs biens immobiliers. Ok, donc là, quand tu as fait cette formation, tu as quitté ton ancien job. J'ai quitté mon ancien job, ouais, Et quoi, un an de formation? que j'avais déjà quitté finalement. En fait, cette formation, je l'ai fait au retour quelques temps après être rentrée d'Argentine. Et l'Argentine, j'y suis allée après avoir quitté un job
assez confortable en France, mais qui m'animait plus tant que ça. Et puis, je me suis dit, ben, c'est le moment ou jamais de partir. Il y avait une liste de... Cette entreprise licenciait pas mal de personnes. Donc, j'ai un peu saisi l'opportunité pour aller voir, pour aller rebondir ailleurs. Mais l'Argentine, la crise de 2008 était arrivée et les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé ne pouvaient pas continuer cette prospection. Donc, je suis rentrée en France et, euh, et donc, j'ai commencé à envisager les choses différemment, notamment à me mettre dans le domaine de l'architecture. Et là, ça a été facile cette décision? Enfin, comment ça s'est passé concrètement? Ça a été oh là là, je recommence à zéro, dans quoi je me lance? Ouais, alors donc oui, c'est vrai, je recommençais à zéro. C'était pas facile. D'ailleurs, j'ai commencé cette reconversion et très peu de temps après, j'ai eu mon premier enfant. Donc dans une situation qui n'était pas confortablement, économiquement confortable, mais j'étais tellement animée par cette nouvelle perspective de métier que finalement, bon, c'est un peu passé. Enfin voilà, la priorité, c'était de m'éclater dans mon boulot. Et puis, je me suis accrochée et effectivement, ça a assez vite fonctionné parce que, alors là, dans le contexte, j'étais sur la ville de Bordeaux et c'était le marché immobilier commençait à prendre énormément. Donc, j'ai créé moi-même ma première entreprise. On était donc en 2000, entre 2000, 2012 à peu près. Ok. J'avais Et envie d'être entrepreneur. ouais, J'avais envie d'être entrepreneur et je viens d'une famille, mon père est entrepreneur et j'ai toujours eu ça en moi, cette envie. Au fond, avec du recul, j'ai jamais vraiment aimé le salariat. Euh, j'ai pas aimé le salariat aussi parce que j'ai eu des opportunités à l'étranger, à l'époque où je travaillais à l'étranger, notamment à Londres, des expériences en salariat qui n'ont pas été hyper positives. Et, euh, et donc, on m'a fait miroiter un travail qui était génial, que finalement, je n'ai pas réussi à obtenir pour une question d'humain. Donc, c'était un peu quelque chose de difficile. Et je me suis dit, ben, si tu veux vraiment vivre tes rêves, il va falloir qu'à un moment donné, ce soit toi qui te provoque la chance. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de quelques temps après de partir en Argentine. Et finalement, je me rends compte avec du recul que tout le long de mon parcours, je suis quelqu'un d'assez impatient et j'étais pas formatée pour attendre 10 ans dans une entreprise qu'on veuille bien me proposer un poste un jour à l'étranger. C'était pas dans ma façon de voir les choses. Je voulais que les choses aillent un peu plus vite et donc pour ça, alors évidemment, ça implique des sacrifices, ça implique que financièrement, tout soit pas toujours bordé. Et c'est fatigant. C'est pas toujours très très facile, mais je reste animée par l'idée que ben voilà, je vis là où je veux être et ça c'est pour moi ça n'a pas de prix. Et justement, j'ai embarqué mon mari là-dedans. justement, dans les débuts où tu t'es lancé, si je comprends bien, tu t'es implanté à Bordeaux, dans Oui, le bien immobilier, et tu as commencé à créer du coup une activité plus locale, mais oui, avec en tête de repartir à l'étranger à un moment donné. Comment ça s'est passé? complètement. Oui, en fait j'avais un objectif. Enfin, on avait un objectif avec mon mari, c'était de de vivre dans une île et de faire un tour du monde. Et c'était deux choses qui nous tenaient beaucoup à cœur. Lui avait sa propre entreprise, donc j'avais la mienne. Et en fait, moi, j'ai travaillé beaucoup et on a travaillé tous les deux de manière très intense pendant 2, 3 ans pour pouvoir réaliser ces projets-là. Donc, quand la date est arrivée, on est en 2018, on arrête, enfin, on vend nos activités respectives. Enfin, lui pour sa part, lui et moi, c'était qu'à moi, donc c'était différent. Mais on décide alors pourtant, on avait acheté notre résidence principale. Tout allait très bien hein, sur le papier. On était mariés, on avait des enfants, déjà 2 enfants. On avait un peu coché toutes les cases qui rassurent, mais on avait envie d'autre chose. Et pour nous, c'était pas rassurant ou pas rassurant, on voulait autre chose. On se disait, on est jeune, il faut on a plein de choses à vivre. Donc, on sait ce que ça implique. Ça implique on sait ce qu'on laisse, on sait pas ce qu'on va trouver derrière.
Mais peu importe, on se dit que si on recommencera ailleurs ou on reviendra. En fait, c'est juste une question de pari et de se lancer à un moment donné. Et là, vos proches, ils vous soutiennent? Pas forcément. Ouais, c'est dur, hein. On est un peu fou, quoi. On est un peu fou, mais ça n'a pas de sens. Vous êtes propriétaire, vous avez des enfants, mais qu'est-ce qui va se passer si ça marche pas? Évidemment, évidemment, mais qu'est-ce qui va se passer si ça marche? Ouais. Là, du coup, votre plan, c'est quoi? C'est vous vendez votre résidence principale? Non, on la vend pas, on la met en location. Ouais. On la met en location parce qu'en fait, on décide de partir. En fait, on décide de voyager pendant 6 à 8 mois et puis après, on décide de s'installer dans une île. Donc, on prépare notre périple. Alors, juste, j'arrête. Et Préparez le périple. Vous savez déjà l'île dans laquelle vous allez vous arrêter? oui, alors on sait que la fin du périple, c'est la Polynésie française. Ok. Mais on ne connaît pas. Donc, on ne sait pas si on va aimer, si on ne va pas aimer. C'est l'aventure. Donc, on part et puis on fait Vos un. enfants, ils ont quel âge à Alors, nos enfants, ouais, ils ont 7 ans. On part le jour des 7 ans de notre aîné et le deuxième a 3 ans et demi. Donc, on fait un long périple par les États-Unis, l'Asie, et puis on termine par la Polynésie. Je pourrais revenir dessus si tu veux. Et finalement, on adore la Polynésie. On adore Tahiti et on décide donc d'essayer de tenter notre chance là-bas. avec un Et business? puis alors alors pour remettre dans le contexte, mon mari est fromager. Donc, du fromage à Tahiti, c'est un peu compliqué parce que les distances, voilà. Donc, il reste dans le domaine alimentaire, mais il fait complètement autre chose. Et moi, je reprends une activité dans ce que je connais, dans ce que je maîtrise, c'est-à-dire en partie l'immobilier, le home staging, l'architecture d'intérieur. En fait, je fais plusieurs activités comme ça. J'essaie de développer une clientèle alors petite. Ça n'a pas duré très longtemps, tout ça. On parle de 18 mois parce que le Covid est arrivé. Ok. Et là, du coup, comment ça se passe le taux de Covid à Tahiti? Comment C'est ça se passe, le Covid? France? Alors, oui, peut-être comme en France. La seule différence, c'est qu'en fait, vivre sur une île, c'est assez incroyable quand on aime ça, quand on aime l'idée d'être sur un petit territoire. Simplement, quand on est sur une île et qu'il y a ce problème qui a été le Covid, on se sent vite enfermé, un peu étouffé, plus de connexion aérienne, plus de connexion maritime, tout s'arrête. Euh, et donc, ça a été un petit peu anxiogène. Et comme on avait un budget qui commençait à s'essouffler et puis notre activité s'est arrêtée parce qu'on ne pouvait plus pratiquer notre activité ni lui ni moi. Nos dépenses, enfin nos économies, pardon, diminuent à vue d'œil. Donc on a décidé d'actionner notre plan B qui était de venir sur Madrid. Et donc mon mari avait ce projet d'ouvrir une fromagerie à Madrid. Et c'est donc ce qu'on a fait. On a pris une décision en 3 mois. On est reparti par le premier vol qui arrivait sur Tahiti pour venir sur Madrid. Pas de retour en France. Madrid, vous connaissiez ou pas du tout? On connaissait parce que j'ai une sœur qui vit là depuis 20 ans. Donc on venait très fréquemment et on aimait beaucoup cette ville qui coche beaucoup, beaucoup de cases pour une famille en termes d'art de vivre. Et le climat, il y a plein de choses super à Madrid. Et donc, on avait envie de venir ici. Ouais, c'était le plan B. Simplement, on pensait venir plus tard. On serait bien resté un peu plus longtemps à Tahiti. Ok. Et là, aujourd'hui, vous avez de nouveau des envies de bouger ou pas du tout? Alors aujourd'hui, l'activité, mon mari a donc ouvert sa fromagerie. Il a ouvert un bistrot aussi également. Donc, on est un peu matériellement ici. C'est quand même des investissements qui sont importants, donc on peut pas, on n'envisage pas de bouger tout de suite, mais au niveau de l'Espagne, déjà, on a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc,
Souvent, on dit que l'expatriation, ça n'a rien à voir avec un voyage, et c'est vrai. Mais quand même, on vit dans une culture qui n'est pas la nôtre, donc finalement, au quotidien, il y a toujours ce qui peut nous animer quand on voyage, quand on aime voyager, ce côté différence culturelle, différence de la langue, qui fait que voilà, on est hyper bien à Madrid et qu'on n'a pas l'intention de bouger aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, dans mon parcours, tous les 2, 3 ans, parce que j'ai été entre guillemets mal habituée, j'avais envie de changer d'air, de découvrir autre chose, et rester 7 ans dans un pays, ce qui a été le cas la dernière fois à Bordeaux, enfin, dans une ville. Ouais, j'avais envie de repartir, quoi. J'avais fait le tour et j'avais envie de voir autre chose. Et vos enfants, ils adorent, je suppose, les plus grands. Alors, nos enfants adorent. Allez, ils ont adoré faire ce grand voyage, entre guillemets, tour du monde. On n'a pas fait le tour du monde à proprement parler, mais on a fait pas mal de pays. Ils ont beaucoup aimé. Alors, le petit se rappelle vaguement, le grand très, très bien. Et on les a beaucoup habitués au voyage parce que c'est quelque chose qui fait partie de nos dépenses principales finalement. C'est un essentiel pour nous. Voilà, si on devait couper dans un budget, ce serait pas le voyage, ce serait par exemple le vestimentaire ou voilà tout ce qui est matériel, ça, on est beaucoup moins d'attachement. Et aussi lié à mon métier d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs aussi parce que je suis tombée dans ce domaine de l'architecture, de l'étude des espaces, de comment optimiser les espaces au maximum, qu'à un moment donné, euh, j'ai aussi pris la réflexion à l'envers en disant, voilà, il y a un moment donné, si on veut être bien chez soi et avoir de l'espace dans des sociétés où le mètre carré coûte de plus en plus cher et où on peut pas forcément agrandir, mais on peut quand même faire de l'espace en se libérant, se délestant du superflu, de l'inutile, du matériel qui nous encombre inutilement. Voilà, c'est cette réflexion que j'ai menée depuis plusieurs années, mais que j'ai accélérée pendant notre périple et que j'ai vraiment abouti quand j'étais à Tahiti, où tout coûte extrêmement cher, on a très peu de choix, le choix est extrêmement limité matériellement parlant, on a peu d'offres, et d'ailleurs ça fait du bien. Alors, en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. On se ressent sur l'essentiel. Et ça a été une expérience de vie qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne des personnes dans cette dynamique-là, dans cette perspective-là, de revenir à l'essentiel en se délestant de tout ce qui est inutile et qui les empêche d'avancer parce qu'en fait, je suis assez convaincue que quand on est encombré matériellement, on a notre esprit qui est aussi encombré et on a du mal à voir au-delà, à se projeter au-delà. Et j'ai croisé beaucoup de personnes dans ma vie. Je parle beaucoup. C'est toi mon interview, hein, c'est normal. J'ai croisé beaucoup de personnes qui me disaient, ce qui m'ont souvent dit, ah, mais alors c'était il y a quelques années, mais oh mais t'as de la chance de faire ça, c'est génial, etc. Et en fait, je me suis toujours dit, oui, j'ai peut-être de la chance d'avoir envie et de ne pas avoir peur de. Mais encore une fois, ce sont des situations qu'on provoque. Euh, oui, on peut se faire expatrier par un grand groupe dans des conditions archi confortables. C'est génial et je pense que si ça m'était arrivé, j'aurais adoré le faire. Mais c'est pas comme ça que ça s'est dessiné pour moi en tout cas. Et donc, ce sont des opportunités que je me suis créées avec les risques que ça impliquait évidemment, mais et l'inconfort que ça peut aussi impliquer, mais cette liberté à côté qu'on a waouh, qui est tellement incroyable. Et aujourd'hui, il y a aussi, est-ce qu'il y a ce côté de minimaliste parce que tu te dis, bah, au moins je peux bouger facilement, j'ai pas beaucoup d'affaires, ou c'est surtout pour le côté intérieur et esprit, on va dire, libre? J'ai envie de dire que les deux vont bien ensemble. Alors, je me définis pas comme étant minimaliste. Euh, Parce que pour moi, le minimalisme, c'est vraiment vivre avec le minimum, vraiment être dans une démarche où on se contente du peu. Ça peut même créer peut-être une sorte de frustration un peu. Moi, je suis pas dans cette idée-là. Non.
je suis plutôt dans l'idée que on doit s'entourer de ses essentiels et chacun a une quantité qui lui est propre. C'est-à-dire que une personne qui va adorer les vêtements peut avoir une certaine quantité de vêtements et à côté de ça avoir 3 assiettes dans son buffet. Et à contrario, une personne qui aime beaucoup la vaisselle ou le linge de maison va en avoir une quantité plus importante. Si dans une démarche minimaliste, on a 2 jeux de serviettes, 2 jeux de draps pour pouvoir tourner. Voilà, on a le minimum pour être confortable, mais voilà. Là, c'est plus l'idée de voilà, je suis amateur de vin, je vais avoir une belle collection de bouteilles, par exemple. C'est la démarche vraiment essentialiste. Et d'ailleurs, j'ai développé cet art de vivre qui est l'essentialisme intérieur. Voilà, j'ai créé ça parce que dans cette démarche, j'invite les gens à se questionner sur qu'est-ce qui est essentiel pour vous au travers d'un protocole, d'une méthodologie éprouvée de tri profond de nos choses. Alors, tu me disais tout à l'heure, comme ça, c'est pratique, on peut partir rapidement. Effectivement, il y a aussi cette démarche de pouvoir déménager sans transporter une cave entière ou un grenier entier d'affaires. Parce que est-ce que ça a vraiment du sens? Moi, pendant mon enfance, mais aujourd'hui, je le vois encore avec plein de gens que je rencontre qui sont expatriés dans des grands groupes. Ils transportent leur vie entière d'un point A à point B. Ils sont à Madrid un jour, ils sont en Arabie Saoudite le lendemain. Ils vont emmener un container de 40 pieds avec eux. Ça représente énormément de choses qui vont rester peut-être inutilisées pendant des mois, des années, le temps qu'ils seront là-bas, parce que c'est pas forcément les objets, le mobilier, les vêtements sont pas adaptés au contexte dans lequel ils vivent désormais, qui n'était pas le contexte d'avant. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui existe encore aujourd'hui, ce non-sens, cette non-réflexion par rapport à ce qu'on possède. Comme le déménagement est payé, bon, après tout, on n'est plus à 3 cartons près. Voilà. Et j'en parle en connaissance de cause parce que quand j'étais petite et qu'on a déménagé du Canada à l'Afrique, à la France, retour Canada, etc., on partait avec beaucoup d'affaires, en fait un peu une vie dans des cartons. Et alors à l'époque, on n'avait pas trop on se posait pas trop la question sur la pollution environnementale. Mais aujourd'hui, dans une société où on n'arrête pas de se dire il faut mieux consommer, moins consommer, voilà, l'histoire du déménagement, de l'expatriation, pour moi, c'est un vrai sujet. Il y a une réflexion à avoir. Il vaut mieux déménager ses essentiels et arriver dans un pays et être tout de suite, s'installer tout de suite plutôt que d'arriver avec énormément d'affaires, de ne pas savoir quoi en faire, quitte à laisser. J'ai des clients qui laissent dans des cartons pendant des mois, des années, des choses qu'ils ne vont même pas toucher. Voilà, donc c'est vraiment remettre du sens dans tout ça. Dans tout ça, ouais. Honnêtement, c'est l'horreur. Si tu veux, on est arrivé à Grenoble, bon, déjà il y a 3 ans, on est arrivé dans cette maison il y a 2 ans, en 2022. Il y a encore des cartons qu'on n'a pas ouverts. Et, Voilà, tu et vois, je me dis, je n'ouvre pas parce que j'ai pas envie de mettre plus de bazar dans la maison. Mais je me dis, et justement, tu sais d'où elle vient cette difficulté à jeter ou à se séparer des choses? Parce que mon mari, lui, va mettre ça derrière. Alors lui, moi, j'arrive à jeter, lui, c'est pas du tout. Et derrière, ah, mais c'est du gâchis, on sait jamais, on pourrait l'utiliser pour je ne sais quoi. tout à fait, ouais. Je connais. Peut-être tes clients, justement, allez, c'est pas grave, quoi. Là, ton carton, il n'est pas ouvert depuis 2 ans, jette, quoi. Jette ou revends ou fais quelque chose. Oui, ça crée une pollution mentale, ça. En fait, c'est une charge mentale infernale, le fait de qu'est-ce qu'on fait de ça, qu'est-ce qu'on en fait au cas où, on ne sait jamais, tu l'as dit. La peur, en fait, on a aussi la peur de se séparer des choses parce qu'il y a des croyances associées au fait de se séparer des choses. Est-ce qu'il va m'arriver quelque chose? Voilà, j'ai plein de raisons qui vont expliquer qu'on ne se sépare pas des choses. Il y a des raisons émotionnelles, des raisons psychologiques, il y a le souvenir. Et en fait, on voit dans l'objet
une garantie que le souvenir va rester. Et finalement, la question à se poser, c'est est-ce que si je me sépare de cet objet, ce souvenir va partir? Absolument pas. Il est en nous. Personne ne nous l'enlèvera, sauf nous si on fait un travail pour ne plus y penser, parce que c'est un mauvais souvenir, par exemple. Mais en fait, il faut il y a aussi des facteurs financiers. J'ai des clients qui veulent pas se séparer d'un manteau qu'ils ne portent jamais par X ou Y raison parce qu'il a coûté un certain prix. Et en fait, il y a ce côté de ben, je gaspille, j'ai perdu l'argent si je m'en sépare. Mais de toute façon, l'argent, il est perdu. Il a déjà été acheté, le manteau, il a été acheté. L'argent, il n'est plus sur le compte bancaire. Donc maintenant, soit on continue à se persécuter quotidiennement en ouvrant le placard, en voyant ce manteau, en disant punaise, je l'ai payé une fortune, c'est n'importe quoi, je le mets pas. Soit on le fait disparaître. Au mieux, on récupère un peu en le revendant sur des sites de seconde main et on passe à autre chose. Et qu'est-ce qu'on apprend de ça? L'idée, c'est de ne pas recommencer les mêmes erreurs. C'est-à-dire, la prochaine fois que j'achète un manteau, je l'achète pas sur un coup de tête, je l'achète de telle couleur, de telle matière, de tel coup, parce que je veux que cette pièce, elle dure longtemps, elle me correspond vraiment. Je l'ai pas acheté parce que ce jour-là, j'étais pas bien, que j'avais envie de compenser mon émotion, ou parce que justement, j'étais hyper contente, donc je me suis fait plaisir en m'achetant un manteau. En fait, l'idée, c'est de faire une sorte de reset dans le cerveau. Hein. C'est dire, OK, je fonctionne comme ça, j'ai fonctionné comme ça, je ne veux plus ça. Euh, je veux une garde-robe qui me correspond à 100%. Je veux simplifier mon rangement, je veux simplifier mon quotidien, ma vie familiale. C'est ça. Et à partir de là, OK, on va donc trier, mais trier de manière constructive et méthodologique. Et ça, c'est hyper important. Et quand les gens me disent, j'ai déménagé, donc des tris, j'en ai fait à répétition, je sais que ce sont pas les bons tris. Oui, évidemment, quand on déménage, que nos enfants, qu'on a vécu quelques temps dans un endroit, qu'on déménage et que nos enfants, les vélos sont plus adaptés, ils étaient plus petits, on faisait du hockey sur glace, on va plus en faire, donc bon, ok, on va se séparer de certaines choses, certes, on va se séparer de la vaisselle qui est cassée, mais on fait un tri qui est pas profond parce que on ne se pose pas les bonnes questions. Et c'est là-dessus, moi, que j'accompagne aujourd'hui, que les gens se posent les bonnes questions pour que ce tri-là, ce soit un peu le tri d'une vie et qu'ils ne reviennent plus dessus. Qu'après, ils soient libres de déménager d'un pays à un autre. Alors évidemment, ils vont se séparer de quelques affaires à chaque fois, mais peut-être pas en fait aussi, parce que quand on a défini nos essentiels, finalement, et qu'on est bien avec ce qu'on a, dans toutes les catégories d'objets, on se rend compte enfin, moi, aujourd'hui, je peux traverser des centres commerciaux. Enfin, d'ailleurs, j'y mets pas les pieds, mais je veux dire, je suis pas attirée avec l'envie de consommer, de changer de déco, de changer de style de vêtements. En fait, j'ai ce que j'aime et l'idée, c'est d'investir et non pas de dépenser. C'est-à-dire qu'en fait, voir les objets, quels qu'ils soient, le vêtement ou les objets matériels de décoration, etc., comme de l'investissement, en disant je veux quelque chose qui dure. Si en plus ça peut être fait dans des conditions éthiques, bah, tant mieux. Malheureusement, encore aujourd'hui, c'est pas toujours évident que les choses, on les aime vraiment, qu'elles soient belles, qu'elles aient pas atterri chez nous sur un coup de tête, par dépit, voilà. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Ultra intéressant, je vois le temps qui passe. Va bientôt falloir clôturer l'épisode. Quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui hésite peut-être à s'expatrier, à faire ces grands changements, de grands déménagements, j'ai une maison, j'ai peut-être des enfants, t'imagines l'impact, comment je vais faire, les enfants, le déménagement de mes affaires. Ce serait quoi un peu le conseil que tu leur donnerais? Moi, je leur dirais que au niveau des enfants, on ne devrait pas, enfin évidemment, sauf cas particulier, des enfants qui ont des difficultés scolaires ou peut-être pas, mais c'est vrai que chaque cas est différent, mais d'une manière générale, nos enfants s'adaptent énormément, beaucoup mieux que les adultes souvent.
Ce sont des vraies éponges. Donc, se freiner pour les enfants, c'est un peu pour moi une excuse. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est une opportunité incroyable pour des enfants de vivre quelque chose d'autre, de s'ouvrir. Et puis en fait, finalement, c'est une expérience archi enrichissante pour la famille au global parce que ensemble, on vit cette nouveauté avec certaines difficultés que ça implique. Moi, mes enfants, quand on est arrivé en Espagne, ils parlaient pas un mot d'espagnol. On les a mis dans une école espagnole. Le premier trimestre a été un peu compliqué. Dès le début du deuxième trimestre, ils commençaient à se débrouiller. À la fin de l'année, ils étaient bilingues. En fait, ils s'y font. On se fait à tout. Il faut juste en avoir envie et évidemment les accompagner dans ce projet. Mais les enfants, je pense que c'est pas du tout, ça doit pas être un frein. C'est dommage si ça l'est. Vraiment. Et ta question est intéressante. Moi, j'ai croisé beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas fait cette démarche parce qu'en fait, ils pensent à leurs enfants. Alors que je pense, ce n'est que mon avis, qu'il faut penser famille et non pas juste individus séparément. C'est comme ça que je ressens les choses. Ouais, et ce sont des expériences incroyables. Et il faut se dire une chose, enfin moi c'est toujours ce que j'ai gardé en tête. Si ça marche pas, au pire je reviens. En fait c'est juste, je peux dire c'est juste un billet d'avion, mais finalement oui, c'est juste matériel, c'est juste revenir. Ok, ça marche pas, on peut se tromper, on peut partir et puis se rendre compte qu'au bout de 3 mois, j'ai connu des gens qui avaient décidé de faire un tour du monde, qui au bout de 2 mois avaient rebroussé chemin parce qu'ils se rendaient compte que ça ne correspondait pas à ce qu'ils souhaitaient vivre. C'était trop d'organisation, trop de changements. C'était trop pour eux. Donc ils ont fait marche arrière. Ok, mais regretter toute sa vie de ne pas avoir fait, je pense que c'est plus dommage que de tenter et de rater l'expérience et de revenir. Carrément. Ultra inspirant en tout cas ton parcours et ton histoire. Les épisodes de podcast en général, et même pas en général, ils finissent toujours de la même manière. Ils finissent Oui. par une question de coaching qu'on pose aux auditeurs à écouter en marchant et en musique. Et tu aurais Ouais. justement une question pour nos auditeurs pour soit remettre du sens dans leur quotidien, soit une question que toi t'aimes bien te poser et que tu as envie de leur poser, qui pourrait justement les aider à avancer dans leur vie. Ouais, je vais poser une question très simple. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous aujourd'hui? C'est pas une question facile, Ouais. mais c'est une question qui mérite la réflexion parce que ça permet l'idéal, c'est de se poser et de se dire, OK, c'est vrai, qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Est-ce que c'est une vie à 1000 à l'heure? Est-ce que c'est avoir 10 000 loisirs? Est-ce que c'est avoir une grosse maison, avoir coché plein de cases, mais pas vivre ce que j'aime vraiment au fond, ce que je voudrais faire? En fait, ouais, qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Excellente question. Restez bien du coup jusqu'au bout pour avoir votre question à méditer en marchant. Et Laetitia, pour ceux qui veulent t'envoyer des petits mots doux, des petits messages, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, j'ai un compte Instagram, c'est underscore AESPACE. Donc, ça se dit espace, mais avec le A, le E dans A. Et puis, j'ai un compte LinkedIn aussi que je peux te donner, Alexandra, Laetitia.Valentin du Lac. Non, Laetitia Valentin du Lac, il n'y a pas de point, en fait. Voilà. Super, Sur ces 2 plateformes. je mettrai les liens dans l'épisode. Un grand merci à toi, Laetitia, et à très vite. Merci, Alexandra. Ciao. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Laetitia qui te pose cette question. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi?